La hauteur, satellite espion, satellite de reconnaissance, on en parle de plus en plus dans le contexte justement de la guerre en Ukraine. Regardez ce sujet préparé par Océane Nicole, on en parle juste après avec notre invité. Ils font partie des outils de plus en plus utilisés par les armées régulières, les satellites. Leurs objectifs sont variés, reconnaissance, écoute des signaux radars et des télécommunications, espionnage mais aussi aide des troupes au sol si besoin. Généralement, ces satellites circulent sur une orbite basse afin d'obtenir la meilleure résolution. Ils permettent de récolter des informations sur les installations civiles, mais aussi sur les installations militaires d'autres pays grâce à un système optique ou radar. Le satellite est maintenant un composant majeur des forces militaires modernes. Les principales puissances spatiales disposent de satellites de reconnaissance. L'Union soviétique et les États-Unis ont été les premiers pays à avoir développé ce type d'engin. Moscou a ainsi lancé près de 900 satellites de ce type, soit 10% de l'ensemble des satellites artificiels placés en orbite par les nations spatiales. La Russie est le plus gros constructeur et utilisateur de satellites de reconnaissance. Récemment, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février dernier, ces satellites ont été utilisés notamment dans la récolte de photos pour constater des dégâts des bombardements. Outre la Russie et les États-Unis, depuis d'autres pays ont aussi acquis des satellites de reconnaissance. C'est le cas de la Chine, de la France, du Japon, de l'Allemagne, de la Turquie, du Royaume-Uni, du Maroc et de l'Italie. Israël, de son côté, lance son premier satellite en 1988, le satellite Ofek, d'un poids de 157 kg. Le pays devient ainsi le 8e à lancer son propre satellite. Mais d'autres pays sont intéressés par ces satellites espions et pourraient les utiliser à des fins néfastes. C'est le cas de l'Iran. En avril 2020, Téhéran avait lancé son premier satellite militaire, Nour 1. En mars dernier, le régime des Mollahs avait assuré avoir placé en orbite un nouveau satellite militaire. Et mon prochain invité, Ariel Gomez, bonsoir. Vous êtes ingénieur Space AEL, ingénieur et spécialisé en imagerie satellite et satellite d'ailleurs tout court. Est-ce que les satellites de reconnaissance, c'est la guerre du futur ou c'est le présent ? Bonsoir, Chodesh Tov. Je dirais que c'est le présent. On est dans les satellites aujourd'hui sont sur le champ de bataille, donnent des solutions aux États et ils font partie intégrante du champ de bataille. Pourquoi je disais d'ailleurs, ça me laisse penser à une question, pourquoi je disais que les satellites, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ont pris une place prépondérante ? Effectivement, les satellites aujourd'hui, comme on disait précédemment, font partie intégrante du champ de bataille et donnent un avantage tactique à ceux qui vont les utiliser. En fait, d'une manière générale, on peut dire que l'espace n'est pas considéré comme un champ de bataille, comme un terrain, comme un espace qui appartient à quelqu'un, mais effectivement, il peut être inversement, il peut être utilisé à des fins de surveillance et à des fins tactiques. C'est quoi un satellite espion d'ailleurs ? Parce qu'effectivement, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors un satellite espion, en fait, il a différentes sortes de satellites. Ça va donner un avantage à celui qui possède ce satellite de recevoir, de collecter des informations en temps réel et aussi à travers le temps collecter au fur et à mesure du temps certaines informations en toute légalité et n'importe où il le veut. C'est antinomique. C'est-à-dire que d'un côté vous dites satellite espion et d'un autre côté vous dites en toute légalité. Et effectivement, donc comme ce que je disais précédemment, étant donné que l'espace n'est pas considéré comme un champ, comme un territoire appartenant à quelqu'un, donc il y a une charte internationale qui parle de stipule ce fait. Donc inversement, si un avion traverse un champ, un espace aérien d'un pays, il viole l'intégrité et il peut créer un incident diplomatique. Un satellite à 500 km de hauteur peut en toute légalité passer au-dessus et collecter de l'information. Qui en a la capacité aujourd'hui ? C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a la toile de fond. En toile de fond, c'est l'Ukraine, mais on sait que les États-Unis en ont, ça c'est pas un secret. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui en possèdent et dont on n'a pas imagination ? Oui, toutes les grandes puissances aujourd'hui possèdent des satellites. Comme ce que je disais, il fait partie intégrante d'un champ de bataille. Ça donne un avantage au pays dans le domaine du renseignement aujourd'hui, le satellite, mais pas que. Par exemple, il y a des satellites optiques qui vont donner une imagerie optique. Il y a des satellites comme espions dans le domaine des télécommunications et aussi des satellites de positionnement
qui peuvent être aussi utilisés en champ de bataille, donc, comme avec le système du GPS, qui aujourd'hui, Israël par exemple, ne se fie pas, et aujourd'hui on a d'autres systèmes inertiels, des systèmes de guidage qui sont indépendants de ça, mais en fait c'est une panoplie de solutions qui, comme je disais, vont donner un avantage tactique à un pays qui va les utiliser dans beaucoup de domaines. Et vous me disiez hors antenne, alors c'est le gamin qui parle, qu'un satellite ne peut pas rester, ça je n'étais pas au courant bien évidemment, il ne peut pas rester sur place. C'est-à-dire qu'il est obligé de tourner, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas filmer, enfin au fur et à mesure et suivre un objet. Alors, on parlait dans le cadre des satellites espions. Alors les satellites espions, surtout dans le domaine de l'imagerie, sont à basse altitude. Donc pour avoir des images avec une grande résolution, ils volent à basse altitude. Voler à basse altitude veut dire qu'on a une certaine période ou une certaine vitesse de révolution autour de la Terre. Donc d'un côté, on a une grande résolution de l'imagerie, d'un autre côté, on ne peut pas rester longtemps, donc en fait, on a des passages à certains moments précis. Maintenant, il y a d'autres types de satellites, par exemple pour les télécommunications, qui eux sont à des plus grandes distances, en géostationnaire, ce qu'on appelle, et qui eux fournissent une couverture 24 heures sur 24. Pour parler de manière triviale et très simple, en clair, un satellite espion ne peut pas suivre une voiture ou une moto particulière sur Terre. Alors, et effectivement, il y a les limites des satellites de l'imagerie. Donc, ce que je disais, il y a différentes sortes de satellites. Pour l'imagerie, elle est utilisée à d'autres fins, c'est-à-dire surveiller les constructions. D'ailleurs, on va reprendre ça. Pourquoi le système programme spatial israélien de défense, comment est-ce qu'il est né? C'est suite aux accords avec l'Égypte dans les années 80, que du moment qu'Israël ne pouvait plus surveiller ce que faisait son nouvel ami, donc on ne pouvait plus faire passer d'avions pour surveiller que les accords étaient respectés, le programme spatial de renseignement et OFEC ont débuté à partir des accords de paix avec l'Égypte. Donc l'agence spatiale israélienne a été créée au début des années 80 pour pouvoir surveiller que les accords étaient respectés. On retrouve ça aussi avec les nouveaux accords d'Abraham. Tu as donné une couverture sur ça aussi. Donc ces accords-là, la majorité de ces accords ont aussi des implications dans le domaine militaire. Il y a une marge, il y a une coopération très grande qui est donnée dans ce domaine, qui donne encore une fois un avantage énorme aux pays qui peuvent en avoir. Donc Israël a tout intérêt à en avoir. Israël en a, et pour avoir ce genre de satellite, il faut un capital humain et technologique très développé, et Israël est déjà là-bas. C'est-à-dire que le capital technologique israélien est utilisé. On peut même dire qu'Israël a un lanceur. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des lanceurs, qui sont indépendants pour faire leur lancement de satellites. Combien il y en a ? Ce qui a mis Israël a été la 8e puissance à en avoir. Après les États-Unis, les Russes, les Chinois, les Hindous, l'Europe aussi qui a son lanceur. Mais ce que je veux dire, c'est pas n'importe quel pays qui en a. Donc d'un côté, Israël est rentré dans le cercle des grandes puissances qui sont dans le spatial, un acteur très important, inversement au fait de la taille d'Israël et par rapport aux autres pays. Mais c'est un acteur très présent sur la scène du spatial. La différence rapidement entre le civil et le militaire ? Alors, dans le civil, on peut passer du tourisme spatial, comme ce qu'on a vu il y a quelques mois avec la mission d'Axiom, où Eitan Skiba a fait partie, donc un Israélien dans l'espace, dans le cadre du civil. Et aussi que les applications, par rapport à toutes les autres applications, donc on parlait en antenne, pour filmer par exemple les places de parking, une des startups aux États-Unis a développé le fait de pouvoir surveiller les parkings des grandes surfaces pour pouvoir en ligne dire combien il y a de gens dans le parking pour que les grandes surfaces puissent s'organiser, savoir combien ouvrir de caisses, savoir rechercher. C'est-à-dire que les applications sont énormes. Et quelque chose aussi d'intéressant, j'étais à une conférence dans ça, les assurances aussi sont très intéressées par les satellites de surveillance dans le domaine maritime. Les États veulent savoir s'il y a du trafic dans les mers, c'est la seule façon aujourd'hui pour savoir, donc les satellites sont utilisés, les compagnies d'assurance veulent pouvoir tracer les bateaux, donc les applications dans le civil sont énormes, les applications militaires sont très précises et très concises pour des raisons d'État et pour des applications particulières, mais en fait c'est un domaine qui est énorme et on n'est qu'au début de cette fameuse... George Orwell, 1984, en 2022. Merci beaucoup, Ariel Gomez, ingénieur aérospatial, Space AEL. Merci à vous. Merci.